Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Cette fois-ci, on est deux avec Antoine. Comment ça va Antoine? Salut tout le monde, ça va et toi? Ouais, très très bien. Aujourd'hui, on va parler de Presta SEO versus édition de site. Donc deux business models qu'on pourrait comparer sous différents aspects, la rentabilité, etc. En combien de temps on peut avoir des résultats? Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'il faut investir au début, etc. On va essayer de tout passer au crible. Sachant que nous, du coup, on a fait majoritairement de la prestation SEO et un petit peu d'édition. Et surtout, on est en contact avec beaucoup d'éditeurs de sites et on a leur retour. D'ailleurs, il y a l'épisode, enfin deux épisodes avant, c'était avec Franck des Wizards, qui lui fait 100% édition. Et donc le but, c'est de comparer ça un petit peu, peut-être pour les personnes qui se demanderaient dans quoi est-ce qu'il faut que je me lance. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Peut-être d'ailleurs, je vais l'ajouter au plan parce que ça peut être super intéressant de voir ça. Et voilà. Je vais faire un petit rappel rapidement sur les performances du podcast. Franchement, ça fait que d'augmenter, donc ça fait super plaisir. Donc nous, ce qu'on traque, entre guillemets, ça va être les avis Spotify. Aujourd'hui, on a 23 avis 5 étoiles sur Spotify, donc c'est très cool. Franchement, d'un épisode à l'autre, je pense qu'on prend en moyenne, je dirais 4 avis. Et puis, on va dire qu'en général, c'est un ou deux avis, et puis qu'il y a des épisodes qui marchent très bien, comme par exemple celui avec Franck ou avec François Tréca, ou même celui sur les erreurs SEO, où là on va en prendre peut-être 7. Donc ça fait super plaisir, surtout qu'on a que des 5 étoiles. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent sur Spotify et qui l'ont pas encore fait, bah n'hésitez pas, c'est ce qui aide la visibilité du podcast et qui récompense tout simplement notre travail de manière gratuite. Et sur YouTube, on a dépassé les 400 abonnés, on est à 417 au moment où on enregistre. Ça fait super plaisir aussi. Et on a les 3 derniers épisodes, on s'est fait la réflexion avec Antoine. Les 3 derniers épisodes ont fait plus de 1000 vues. Et donc, si vous faites le ratio par rapport à 400 abonnés, c'est plutôt cool. Donc, des performances en hausse. Et ça fait très, très plaisir. Et merci à tous ceux qui s'abonnent et qui commentent aussi. On a eu beaucoup de commentaires sur le dernier épisode qui est sorti avec Franck sur l'édition de site. Donc, ça fait très, très plaisir. On va entrer maintenant dans le vif du sujet. Antoine, est-ce que tu peux nous faire un peu un retour sur toi, ton expérience en édition et en presta globalement pour comme si les personnes, comme si 100% des personnes qui nous écoutent nous connaissent pas. Ouais. Alors moi personnellement, donc je pense que petit disclaimer, on n'est pas des éditeurs de sites avec Paul. On en a fait quelques-uns, dont certains qui ont très très bien marché. D'ailleurs, pour en avoir parlé avec Franck il y a 2 semaines du coup, même Franck qui est un très très bon éditeur de sites, il commence à avoir une vision monosite, donc tout mettre dans le même panier entre guillemets plutôt que d'avoir des réseaux de sites dans tous les sens. Chacun sa stratégie bien sûr. Donc si on voit l'édition de sites comme ça, malgré tout, on a quand même certains sites qui ont bien fonctionné. Donc moi j'en ai deux aujourd'hui. J'ai Concoursup sur lequel on est premier sur un gros silo qui est le mot-clé prépa, concours access, prépa, concours sésame. Et bien sûr SEO Monkey sur lequel j'ai arrêté le SEO pendant 1 an, et d'ailleurs j'ai un petit feedback à faire là-dessus. J'étais en top 10 quasiment pendant un bon moment sur la requête principale agence SEO, complètement stoppé le SEO, donc je suis passé de la 10e à la 20e position pendant un bon moment, et là totalement disparu de la SERP depuis 3 semaines. Voilà, c'est marrant, hein, comme quoi des fois à mon avis t'as des grosses mises à jour Google, et là il s'est dit bon, lui ça fait 1 an il fait plus rien sur son site, il y a que la page notre équipe qui bouge, hop je le sors. Donc bien dégoûté, mais en tout cas ouais, pas vraiment d'expertise vraiment sur l'édition de site, on va dire. J'ai jamais eu 50 domaines avec des IP extenders sur E2 Switch pour pouvoir faire des PBN, faire du netlinking entre les sites, etc. Je suis jamais allé jusque là personnellement. C'est ça. Bah pareil, mais après, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait 100 sites en édition pour pouvoir parler d'édition. Surtout qu'on va pas se mentir, avec Twitter, même avec les gens avec qui on parle en direct. Enfin, moi, je parle quand même avec pas mal d'éditeurs de sites, hein, de manière plus ou moins indirecte. Et pareil, globalement, moi, je vais avoir mon site de Way qui a bien marché, mon site paulvengeon.fr qui est certainement le site sur lequel j'ai passé le plus de temps en SEO. Bon, il y a le site de ma copine aussi. Il y en a quelques-uns où vraiment je suis dans le back office quoi concrètement, mais c'est pareil, j'ai pas fait non plus des dizaines et des dizaines de sites. Mais après c'est aussi ça l'édition de site, c'est qu'il y a des gens comme tu l'as dit, comme Franck ou même Asynchrone qui prenaient pas mal ça, d'avoir vraiment quelques sites, voire si tu peux un site, mais ou on va dire max 5 sites sur lesquels tu vas faire du full manuel, de la full quali et tu vas pas aller chercher des dizaines et des dizaines de sites quoi. Donc aujourd'hui on va vous donner un peu nos arguments entre guillemets. Sachant que vous le verrez, mais je pense pas qu'on va tirer un tableau 100% positif pour la presta et 100% négatif pour l'édition de site, loin de là.
Moi, avec le peu d'expérience que j'ai, même en édition, je sais que ça a des avantages de malade, vraiment. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit, sachant qu'on est en contact avec pas mal d'éditeurs, on cerne très très bien les avantages et les inconvénients, en combien de temps est-ce qu'on peut espérer des revenus, etc. Euh, D'ailleurs, petit aparté qui est marrant, c'est drôle parce que tu sais, en édition de site, souvent on dit faut absolument pas révéler ton nom de domaine, ta thématique, etc. Et toi, Antoine, tu fais l'inverse avec Concoursup, mais je pense aussi parce que ton édition de site, elle est pas du tout classique, dans le sens où derrière, il te faut vraiment des vidéos de formation qualitatives, etc. Ah oui, mais C'est moi pas comme c'est moi, mon site d'affi, tu vois, c'est vraiment autre chose. ah ouais, et puis moi c'est ultra brandé, c'est pour ça que j'ai du mal à mettre ça dans la catégorie édition de site, on peut presque dire en fait c'est une Ouais, boîte hein, que tu montes quoi. ouais, Donc c'est ça. franchement des Après, niches, il y en a tellement que... c'est ça. Puis le fait que ce soit une boîte que tu montes et moins de l'édition de site, vraiment purement édition, est-ce que c'est pas aussi le futur de l'édition de site? C'est un peu le débat, quoi. Donc au final, je pense que c'est plutôt le bon choix. Et puis en plus, c'est de moins en moins, enfin c'est pas du tout réplicable, quoi, entre guillemets. Même si là tu disais que tu faisais, je sais pas, 100 000 euros par jour avec ça, bah la personne qui veut le faire, faut qu'elle trouve, faut que déjà elle connaisse bien les concours, qu'elle les ait passés, qu'elle trouve un forme. Enfin bref, c'est beaucoup de barrières à l'entrée. Versus moi, mon site de Way où là je dis bon bah voilà, en gros, tu sors un site sur la nutrition, tu mets la même affiliation que moi et puis let's go. C'est vraiment pas pareil, quoi. Donc bref, c'était juste une petite aparté parce que je trouvais ça assez drôle. On va tout de suite. Donc là, vous avez un peu nos backgrounds édition et Presta. On va parler tout de suite du business model en tant que tel. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et notamment, déjà même, on peut commencer sur le point, on va dire la sous-partie dans le business model qui est à partir de quand est-ce que tu peux générer tes premiers euros. Et je trouve que c'est, on va dire, moi quand je pense à ça, je pense direct à la Presta SEO. Parce que c'est vrai que la Presta SEO, bah, tu signes un client à la fin du mois normalement, ou même avant la Presta des fois, tu as ton paiement et tu es payé pour les actions, la stratégie, peut-être l'audit technique que tu vas faire au départ. Et ça, c'est quand même assez fou, sachant que voilà, il y a peut-être des gens qui veulent se lancer et qui, je sais pas, qui plaquent leur job. Je leur conseille pas du tout de faire ça. Mais si vous faites ça et que vous avez besoin de revenus vraiment rapides, effectivement, la Presta, c'est quand même incroyable versus l'édition de site où, en général, on va pas se mentir, on va quand même attendre au moins plusieurs mois avant d'avoir des premiers résultats, voire plus si vous partez d'un nom de domaine totalement neuf, sur une thématique concurrentielle, ce sera encore pire. T'en penses quoi, toi, Antoine, de ce point-là, un peu Ouais, le 100% en temps termes avant de les business. premiers euros? En termes de business model, c'est sûr que la Presta, ça va très très vite et puis ça peut même aller très très haut aussi. Car regardez les gros acteurs, hein, Primelis, Eskimos, c'est quand même plus gros. Hein. Si tu prends KPMG, Capgemini, tout ça, enfin la Presta, c'est énorme, 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 énorme. Ouais. Euh, L'édition de site, ça reste un business model d'affiliation. C'est pas quelque chose, à mon avis, si tu vois ça en mode affiliation, sans finalement à un moment au bout de ton tunnel d'acquisition, mettre vraiment ton produit, ton service. Je pense que c'est plus limité. D'ailleurs, on est passé un peu vite sur nos XP, donc on a dit qu'on n'était pas très fort en édition de site, mais par contre en Presta, on n'est pas trop mauvais. Puisque du coup, bah, je me permets parce que Paul est trop, il a trop d'humilité pour le dire en entrée de podcast, mais du coup, Paul, il a fait 2 ans d'alternance dans une grosse agence SEO parisienne, puis freelance à son compte, il a pris le top 3 sur agence SEO comme beaucoup le savent, donc il a énormément de prospects. Voilà, donc je pense que tu peux le dire, tu as un portefeuille aujourd'hui d'à peu près combien en termes de prestations mensuelles? Bah, en termes de mensuel, là en ce moment, en fait, mon but c'est de pas dépasser, enfin d'être aux alentours de 6 000 € de chiffre d'affaires par mois de Presta SEO. Ce qui fait en gros, pour dégrossir, ça fait 4 000 net à peu près, quoi. En gros, si t'enlèves Ok. tout, pour les gens qui se demanderaient. Donc ouais, c'est pas mal et tu peux aller encore plus loin. Et moi, je me restreins volontairement pour des raisons légales pour garder mon autre entreprise en gros. Mais si je voulais, je pourrais aller plus loin et puis commencer à déléguer, etc. Mais le modèle agence, en tout cas aujourd'hui, me donne pas envie. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je fais ça comme ça. Mais on peut aller encore plus loin. Je dirais qu'au max, même si je voulais pas déléguer, que je prenais full client exprès pour moi, je pourrais peut-être monter dans les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais ce sera un peu le plafond de verre parce que à la fin, faut quand même que tu fasses de la qualité pour chaque client, etc. Tu peux pas prendre des clients à l'infini. Donc je dirais que tout seul, tu peux monter. Ouais. Après, ça dépend de ton TJM aussi. Si t'es super senior et que tu vends 1 000 € le mois, enfin 1 000 € le jour, pardon, tu peux monter encore plus, quoi.
Ouais, mais juste façon de dire qu'en fait, la Presta, peut-être qu'on connaît encore mieux que l'édition de site, puisque moi aussi, de mon côté, j'ai une agence où on est une quinzaine, on a une cinquantaine de clients actifs, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de process, je sais qu'est-ce que c'est qu'un client pas content, quel KPI il faut traquer pour voir si ça marche, etc. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir, voilà, juste pour refaire un petit peu nos XP édition versus Presta. Je crois qu'on a beaucoup parlé d'édition, mais voilà, on est, je pense, pas trop mal aujourd'hui en Presta. On est plutôt bien avancé sur ce modèle de service. Et du coup, on va peut-être pouvoir là-dessus apporter pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je pense qu'à partir du moment où ça fait déjà 2 3 ans que tu travailles dans un business model, t'en sais normalement assez. Surtout que bah, on échange tous les deux assez régulièrement. Moi, comme tu as dit, j'ai travaillé dans une bonne agence, etc. Donc, t'arrives dans une très bonne agence. Genre, je sais pas, demain, tu entres chez Primelis, typiquement. En un an, tu captes un peu les tenants et les aboutissants du truc, les avantages, inconvénients, comment faire ci, comment faire ça. Je pense que voilà, tu comprends quand même assez vite. Et puis nous, ça fait 2 3 ans ouais, qu'on est là-dedans, même un peu plus. Donc c'est vraiment cool. Du coup, ouais, d'un point de vue business model, la Presta, pour moi, c'est super intéressant par rapport à ça. Et d'autant plus la Presta SEO, parce que en fait, je compare avec ma copine qui est graphiste. Et tu vois, elle a des demandes de prise de contact, de prospects, etc. Mais c'est beaucoup moins récurrent, tu vois. C'est vraiment full one shot pour la plupart du temps. Alors bon, tu peux avoir, je sais pas, typiquement s'il y a une agence de com qui la contacte et que elle devient la graphiste référente indépendante de cette agence-là et qu'elle a des projets, bah là ça peut être super. Mais tu vois, en règle générale, c'est quand même voué à être beaucoup plus one shot que la Presta SEO où là en fait tu vas avoir du cash rapide et en plus en général tes clients tu vas travailler avec eux sur plusieurs mois voire plusieurs années. Moi j'ai un client, ça va faire 2 ans qu'on bosse ensemble quoi. Donc 2 ans où tous les mois, je leur fais une presta SEO, tous les mois, ils me payent, on a des super résultats, tout le monde est content, et c'est quand même hyper puissant, je trouve, là-dessus. D'ailleurs, Antoine, toi, je sais pas, dans les demandes, même que tu peux recevoir, tous canaux confondus, t'as combien de parts un peu de demandes de one-shot et de mensuel? Je sais pas si t'as une idée. Bah, ouais, en fait, ceux qui demandent du one-shot, c'est qu'ils ont pas bien cerné leurs besoins déjà, généralement. À Ouais, part si c'est vraiment un gros truc, qu'ils ont juste besoin de faire un coup de clean dans leur strat, mais c'est rare. Mais je te rejoins à 100%. En fait, une bonne presta SEO, c'est une presta qui est fait sur plusieurs mois, en fait, sans engagement pour moi à durer in vita aeternam tant que ça se passe bien. Mais globalement, oui, pour répondre concrètement à ta question, je pense qu'on doit avoir à peu près, allez, 30% de gens, à peu près un tiers, qui viennent nous voir en mode je veux un one shot. ok. Et à ce moment-là, j'essaye au moins de leur pousser un mois d'audit plus un mois d'opérationnel pour pouvoir mettre les mains un peu dans le cambouis avec eux. Parce que le problème Bah des ouais, one-shots, ça veut dire que c'est juste de la strat. Et le problème, c'est ouais, que si tu livres un audit, même si l'audit il est applicable, que c'est quelque chose de carré, c'est pas un audit bullshit, que c'est vraiment des roadmaps, des choses précises à faire et tout, s'il met pas les mains un peu dans le cambouis avec nous, il risque de faire des bêtises, etc. Donc généralement, au ouais. minimum, un one-shot SEO, un bon one-shot SEO, c'est du 2 3 mois. Donc même un one-shot, en réalité, c'est déjà plusieurs mensualités, je trouve. Parce qu'un one-shot Ouais, audit, attention à que ça termine pas juste dans un tiroir et que le truc, en fait, il sera jamais réalisé, quoi. ouais, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, mais ça, je pense vraiment que c'est un aspect quand même incroyable. Je pense qu'il y a quand même très peu de... Enfin, en fait, tous les métiers où tu vas faire des campagnes, des suivis, etc. mensuels, on va avoir cet avantage-là. Donc, pour l'Ads, c'est pareil, globalement, tu vas vendre du temps de consulting, tu vas changer les campagnes, etc. Bref, tu vas optimiser tout ça et tu vas le vendre mensuellement. Mais je veux dire, sinon, il y a quand même beaucoup de métiers où c'est pas ça, quoi. Ah oui. Et ça, je trouve ça assez puissant. Ceci dit, bah, l'édition, en termes de business model, donc tout à l'heure, quand tu as parlé d'édition de site, on a parlé pas mal d'affiliation. C'est le truc qu'on a évoqué le plus. Il faut bien savoir que l'édition, c'est, de manière générale, référencer ses propres sites. Donc souvent en SEO, hein, quand on parle d'édition de site, c'est dans un contexte SEO. Et les monétiser. Donc évidemment, il y a l'affiliation, comme mon site Temple de la Way, mais il y a aussi d'autres business models, à savoir bah, typiquement la vente de backlinks, qui fait, à mon avis, partie du top 3, je pense, monétisation des éditeurs de sites en SEO. Puisque étant tous SEO, on sait que c'est important, etc. Et c'est aussi dans l'édition le business model qui permet d'avoir les résultats les plus rapides.
parce que pas besoin de se positionner top 3 pour vendre du lien. Ce qui fait que vous pouvez vendre du lien en ayant peut-être du fake traffic SEMrush ou des premières courbes, etc. Bon, pas du lien très très cher, mais bon voilà, vous pouvez débloquer des premiers revenus. Et après, on a évidemment même tout ce qui est dropshipping, où c'est pareil, globalement, bah, vous n'avez pas vos produits, mais vous référencez un site, et le fait qu'il soit référencé vous rapporte de l'argent, puisque vous positionnez sur des mots-clés transactionnels liés à des produits qui ne sont pas à vous. Hein, donc on ne peut pas dire que c'est monter un vrai e-commerce, une vraie marque, mais par contre, c'est bien un business model qui marche aussi. Et donc voilà, globalement, il y a ça. Hein. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, Antoine, mais après, il y a la vente de leads, mais au final, c'est comme l'affiliation e-commerce, c'est juste que c'est de la vente de leads pour du service, mais c'est vraiment la même chose, c'est de l'affiliation aussi. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, toi, des business models, un peu qu'on les énumère tous. Non, bah après, pourquoi pas juste terminer sur la vraie marque, quoi. Moi, c'est ça je pense qu'on a la même vision. C'est pour ça que l'édition de site, c'est pas trop mon truc et que bah, ça reste un bon business model. Mais moi, ce qui me bloque, c'est qu'à la fin, je trouve que ça manque de capitalisation, justement, sur le long terme. Le fait de se faire toujours les choses un petit peu à moitié, genre pourquoi faire du dropshipping au lieu de vraiment faire tes produits, pourquoi faire de la vente de liens, de la vente de leads, ou au lieu de toi créer tes services, et pourquoi faire de la fille au Ouais. lieu de vendre aussi toi tes propres services ou tes propres produits. Donc après, je comprends, il y a la Bah, passivité, c'est en beaucoup fait, plus chill et tout. ouais, c'est ça. Disons que si tu es bon en SEO, l'édition de site comme ça, donc hors vraie marque, vrai produit, je trouve que c'est la manière la plus simple de rentabiliser ta compétence SEO sans avoir à te préoccuper du reste. Donc je comprends tout à fait. Je comprends vraiment tout à fait ça. Et même la vente de backlink, tu vois, c'est même au-delà de la compétence SEO, c'est comprendre aussi ce que les acheteurs vont acheter comme métrique, etc. Enfin bref. Mais je comprends tout à fait. Et puis, pareil, si tu veux faire enfin, si tu es dans une optique de faire, je sais pas, plusieurs sites pour diversifier les thématiques, etc., peut-être diluer le risque que les performances SEO de ton site baissent, bah, malheureusement, tu vas pas pouvoir lancer 5 marques différentes sur 5 thématiques différentes et gérer 5 SAV, enfin, etc. Donc, c'est vraiment une autre dynamique, mais je suis d'accord avec toi. Après, ce qui est bien, c'est que quand même, je trouve que tu capitalises moins parce qu'évidemment, enfin, il n'y a pas de notion trop de branding, en tout cas de branding très développé. Par contre, c'est toujours revendable un site en édition, et ça, c'est quand même cool, quoi. C'est-à-dire que même si tu mets pas énormément d'efforts, rien que le fait que ça génère du chiffre d'affaires tous les mois, tous les ans, et bah après, tu peux multiplier le chiffre d'affaires par X pour à peu près vendre en fait ton site à quelqu'un qui va le reprendre, et dans l'espoir de générer les mêmes bénéfices, voire plus, en améliorant certains trucs, quoi. Et donc ça, c'est quand même cool. Donc tu capitalises un peu, mais effectivement, puis après, bah, on en reparlera peut-être dans le point longévité, mais c'est vrai que bah, si tu as une vraie marque, etc., tu as quand même moins de risques que Google, au fur et à mesure de ses mises à jour, te considère comme quelqu'un de non pertinent, quoi. Versus l'édition de site où, là, peut-être. Enfin, ça dépend des pratiques aussi, mais. Donc, bref, c'est un autre point, mais je trouve que l'édition, c'est quand même. Disons que tu as l'aspect passif, et dans le point du business model, je dirais que c'est ça, c'est que l'édition, je trouve, est quand même plus facilement scalable, puisque par définition, tu n'as pas forcément besoin typiquement de recruter ou de déléguer. Tu peux automatiser certaines choses, alors en Presta, tu peux aussi le faire, mais je veux dire, la base de la Presta, c'est quand même l'humain, quoi. Et donc, pour quelqu'un qui voudrait peut-être aller le plus loin possible en solo, bah, vous voyez, moi, typiquement, freelance SEO, je vous l'ai dit, mon but, c'est, ok, je me restreins en chiffre d'affaires, mais même si je me restreignais pas, dans tous les cas, je pourrais pas taper des 20 000 euros, 30 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois en pure presta, sauf si vraiment j'augmentais beaucoup mon prix, mais dans tous les cas, je suis limité par mon temps au final, quoi. Donc, l'édition de site, je pense que c'est un peu plus ça, c'est que bah, tu capitalises plus qu'en presta, puisque par définition, bah, la presta, tu es toujours obligé de travailler à peu près le même nombre d'heures pour chaque client pour obtenir le même virement. Alors que la presta, bah, là, je vois mon site de web, je m'en occupe plus, il me rapporte toujours de l'argent, et donc je pourrais en relancer un, etc. Et faire en sorte que tout ça s'accumule, même si, au bout d'un moment, c'est pareil, si tu as 20 sites, tu vas pas pouvoir identifier que tu as perdu des positions, que peut-être faut retaper tel truc de tel site. Enfin, tu peux pas tout gérer, mais je trouve ça quand même plus scalable. Tu capitalises quand même plus qu'en Presta. Après, Antoine, toi, c'est différent parce que tu es en agence SEO, donc tu as une agence. C'est pareil, tu as fondé, tu as créé une vraie marque autour de ça, une agence qui est revendable, etc. Donc, sur cet aspect-là, c'est autre chose. Mais je veux dire, moi, en tant que freelance, Bah, je trouve que oui, mais toi, l'édition est c'est quand pareil, même. parce que toi, tu te crées une marque qui est une marque de personal branding, mais qui en vrai, c'est la même chose. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'avais entendu dans un podcast, justement, c'était Oussama Ammar qui disait ça, qui disait qu'en fait, ceux qui font du service,
En gros, bon, excusez-moi du terme, mais je crois que c'était ça. En gros, c'est des putes de luxe. Façon de dire, en fait, elles se vendent très cher, mais ça restera entre guillemets, voilà, du one shot, quoi. Ouais, Sauf ok, que je vois ce que tu veux dire. quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il y a des choses qui ne prend pas en compte. Donc déjà, la scalabilité du modèle. Tu peux recruter et toi pas vendre ton temps pour faire de la presta. Moi, ça fait très longtemps que je fais plus de presta. Qu'en fait, je fais des Ouais, c'est vrai. process, que je fais tout le reste, mais que je travaille plus directement pour des clients. Si, comme toi, Paul, qui développe une grosse marque de personal branding, bah, tu peux faire, par exemple, de l'apport d'affaires, ou demain, si tu veux te créer un SaaS SEO, bah, tu auras déjà pignon, entre guillemets, sur rue, tu pourras avoir une bonne base de données. Pareil, si demain, tu veux... Parce que j'ai vu l'écosystème SEO là, de SEO.fr qui est passé il y a 2 semaines à peu près sur mon feed LinkedIn, je crois que je te l'avais envoyé, qui était ultra intéressant. Agence SEO, Ouais, SaaS, genre un SEMrush, c'est énorme ce qu'on peut faire en termes de logiciels dans le domaine du SEO, les plateformes de netlinking. Donc en fait, tu vois, ouais, c'est ultra scalable ce que tu peux faire. On dit que le SaaS, c'est ce qu'il y a de plus ouais, mais scalable au monde, oui, mais même une agence, c'est ultra scalable. Tu vois ce que fait Eskimos aujourd'hui, ils sont 200, bon bah même, tu vois, ouais, ouais, c'est ça. Nelly, c'est tout, tu vois. Ouais, je Et parlais plus de scalabilité si vraiment t'es solo, quoi. Et pour moi, tu vois, ce qui me fait scale là en solo, c'est des choses. Ok, c'est lié à la presta, mais c'est pas de la presta directe, tu vois. Genre faire de l'apport d'affaires et tout, bon, c'est un peu de la presta, mais en réalité, c'est plus mon travail de branding. Moi, pour moi, c'est en dehors de la presta, quoi. Mais évidemment que si t'es prestataire, même solo, tu peux scale. C'est ce que j'essaie de faire. De toute façon, c'est littéralement mon objectif là de 2024, c'est de scale en solo, en fait. Donc, ouais. ouais. Euh, ouais, bah du coup sur le business model, je pense qu'on a fait un bon petit tour, hein, clairement. Les deux sont super intéressants et la conclusion, ce serait un peu, est-ce qu'on peut pas faire les deux en même temps? Et je vais déjà répondre un petit peu, je vais spoiler, mais pour moi, rien que d'un point de vue business model et puis timing des entrées d'argent, bah, je trouve ça hyper intéressant de faire les deux en même temps parce qu'en général, même si tu commences, c'est peu probable quand même que bah, ton édition de site occupe 100% de ton temps, quoi. Parce que bon, si tu commences à faire des articles, même du matin au soir, tous les jours de la semaine, bon après il faut être déter, mais je pense que c'est pas mal aussi d'avoir un peu de presta à côté. Après, attention, la presta, bah voilà, faut avoir un minimum d'expérience. On va y venir d'ailleurs dans le point un peu accessibilité des business models. Mais ça peut être super intéressant. Pour moi, le combo des deux est parfait. Ou alors faire de la presta et faire aussi un truc qui capitalise à côté. Comme moi, typiquement, du branding, de l'apport d'affaires, etc. Toutes ces choses-là, même de l'affiliation. Mais ça peut être aussi de l'édition de site. Et c'est une très très bonne synergie aussi d'un point de vue apprentissage. Et moi, je l'ai vu quand j'étais à l'agence web en alternance. Du coup, je faisais de la presta SEO en alternance, mais bon, c'était de la presta SEO. Et à côté, j'avais mes propres sites. Et d'un point de vue apprentissage, vraiment, il n'y a pas mieux parce que bon, j'ai déjà dit dans un ou deux épisodes, mais c'est vrai que bah, quand tu fais de la presta, c'est très bien, tu fais des recos, mais pour voir les retombées directes des recos que tu fais entre le temps où tu le dis au client, le temps qu'il comprenne la reco, le temps qu'il l'intègre, le temps que ce soit indexé, etc. Bon, il y a quand même plus de temps, alors que le faire direct sur ces sites, il n'y a pas mieux pour voir directement le retour, quoi, l'impact que ça a. Et d'un point de vue business, c'est aussi très 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 complémentaire. Avec, vous faites de la presta, peut-être qu'au début vous investissez du temps gratuit entre guillemets pour trouver des premiers clients si vous n'avez pas de visibilité, pas de branding. Mais une fois que vous avez quelques clients en mensuel, bah, ça vous fait peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, mais 1500, 2000 euros net par mois et vous pouvez vous dire, ok, je suis sécure, je sais comment trouver des clients SEO en plus maintenant et j'ai beaucoup de temps libre quand même parce que bon, 1500 euros de presta par mois, normalement, tu as vraiment du temps libre et t'en profites pour référencer tes propres sites parce que tu sais que si tu fais les choses bien, bah peut-être que dans 6 mois, le site que tu as lancé, il va commencer à te rapporter 200 euros par mois, etc. et que ça va scale un peu, quoi. Pour moi, c'est un truc qui est vraiment un très très bon combo d'un point de vue apprentissage et financier, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'on se l'était noté aussi. L'aspect motivation, c'est toujours plus motivant de travailler sur son site ou ses sites. Même s'il faut pas en prestation, il faut travailler aussi bien que comme si que c'était ton propre site, quoi. Ouais. Mais c'est Non. vrai qu'il y a une notion de motivation quand tu travailles sur ton propre site, ta propre marque, etc. Donc je pense que l'édition de site,
que ce soit un site ou voilà, moi j'ai vraiment une vision, encore une fois c'est ça qui me bloque, c'est le côté branding qui me bloque un peu dans l'édition de site, mais quand tu travailles sur ta marque, sur tes sites, etc., tu auras tendance à développer naturellement des nouveaux process, etc., et en parallèle du coup améliorer les services que tu peux faire pour de la prestation à côté. Et du coup je trouve que c'est super intéressant d'avoir cette notion, j'ai mes sites ou j'ai un site et à côté je vends de la presta. C'est vraiment je trouve intéressant. Ouais, clairement. Après, on avait noté aussi l'accessibilité des deux business models. Et bah, je te l'ai dit un peu en off juste avant, mais c'est vrai que la Presta SEO, tu as quand même des barrières à l'entrée, quoi. Je veux dire, moi, si j'avais jamais bossé en agence SEO, là, l'agence web, j'aurais jamais pu proposer autant de la qualité et des vrais process, quoi. Je pense que tu commences, enfin, si tu commences en Presta SEO et qu'en plus t'as jamais référencé de site, bon là, clairement, vaut mieux pas, quoi. Mais même si tu as déjà référencé des sites, après, pour te dire, je fais en sorte de faire la même chose pour des clients, etc. Comment je fais? Ok, je commence à comprendre qu'il faudrait que je fasse peut-être des briefs de contenu, mais sous quelle forme? Est-ce que je fais un Google Doc, un Google Sheet? Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je m'occupe du maillage interne? Est-ce que c'est au client de le faire, etc. Enfin, il y a quand même plein de questions où quand tu passes par la case agence, quand même, ça te débloque pas mal de choses. Ou alors, encore une fois, là, je parle de l'agence, mais de manière plus générale, c'est bosser avec des consultants SEO expérimentés, efficaces, performants. Et donc, ça passe par l'agence, mais aussi par le collectif de freelance, ou aussi peut-être juste avoir des potes freelance à qui vous demandez un peu de partager, j'en sais rien, leur template, ou vous posez des questions, etc. Mais dans tous les cas, c'est vrai que débarquer de nulle part, même avec une compétence SEO, bah, en fait, la presta, c'est vraiment un game à part, quoi. Même la relation client, au début, c'est pas forcément évident. Enfin, bref, il y a quand même Ça, je pense que c'est le gros point, en fait, le fait d'avoir une relation client qui est d'ailleurs un peu chiant, hein. Même nous qui faisons de la prestas, ça veut dire qu'on n'a pas trop de blocage là-dessus, même normalement, naturellement, on aime bien, je sais pas, expliquer, donner des conseils, pédagogue, etc. C'est ça, je pense, la qualité. En fait, c'est de vraiment prendre du plaisir un petit peu dans le conseil, quoi, tout simplement. ouais. Mais en réalité, c'est vrai que c'est aussi un point un petit peu compliqué, hein, devoir gérer un client, devoir gérer ses insatisfactions parfois, recevoir des WhatsApp, parfois il y en a qui communiquent avec toi par façon différente chacun, etc. Alors que l'édition de site, c'est vrai que pour ça, c'est trop cool, quoi. Je reconnais que là-dessus, mon point va de loin à l'édition de site, solopreneur, t'es tranquille dans ta chambre, t'as tes petites ventes qui se font toutes seules, etc. Ça, c'est vraiment un gros point, je pense, pour l'édition, le fait de pas avoir à gérer forcément d'humain, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Puis même si tu es débutant en SEO, c'est-à-dire que tu as peu de compétences en SEO, bah en fait, commencer avec l'édition de site, entre guillemets, tu t'en fous, c'est tes sites à toi, t'as pas trop de pression, sauf si vraiment tu quittes ton job du jour au lendemain et qu'il faut que tu fasses de l'argent rapidement en édition. Mais bon, je pense que personne est aussi bête pour faire ça, quoi. Vaut mieux commencer sans Ah tiens, side. d'ailleurs, la petite question qui est souvent posée au podcast, si toi là tu repartais de zéro avec toutes les connaissances que t'as, sans communauté, puisque forcément toi c'est facile, t'as plein de leads. Est-ce que tu ferais Ouais. plus de l'édition de site ou plus de la presta? Bah, en vrai, genre, je pense que je ferais. Aujourd'hui, je pense que je ferais de la presta, honnêtement. Si tu m'avais posé cette question il y a 2 ans, je pense que j'aurais peut-être dit édition. Après, il y a 2 ans, j'étais pas très bon en SEO, mais parce que c'est vrai que comme tu le dis, pour moi, j'ai l'impression que l'aspect marque, etc., prend un peu plus de place, de branding. Et donc l'édition, c'est vrai qu'à moins de faire une vraie marque et du quali, mais dans ce cas-là, c'est même plus de l'édition, comme tu l'as dit. Bah, je pense que j'irais plus vers la presta, ouais. Après, encore une fois, je dis pas que l'édition ça va mourir ou j'en sais rien, tu vois. C'est juste que je pense que la Presta SEO, il y aura toujours de la place parce que même si demain Google vire tous les sites d'édition qui n'ont pas de branding, etc., on va partir de ce postulat-là. Bah en fait, il y aura toujours des marques qui ont un vrai branding, qui sont des vraies marques, qui ont des vrais budgets marketing, qui ont au-delà du SEO des vraies campagnes de contenu sur Google, j'en sais rien. Avec un vrai personal branding sur LinkedIn, etc., pour qui le SEO sera pertinent. Et, euh, et d'un point de vue longévité, bah pour moi, je crois plus en la presta qu'en l'édition. Après, encore une fois, il y a édition et édition. Là, je parle de l'édition un peu zéro branding, que du texte HTML, etc. Le truc qu'il faut plus trop faire, je pense. Mais voilà, il y a sûrement des éditeurs de sites, bah même Franck, on en parlait, qui fait les choses très très bien, qui Ouais. essaie de faire de plus en plus du branding sur ses sites. Il y en a qui vont même commencer à publier sur TikTok en parallèle, etc. Et là, je pense qu'il y a vraiment de la place pour le coup. Mais bref, tout ça pour dire, j'irai plus vers la presta.
Franchement, j'irais plus vers la presta, même d'un point de vue business model, tu vois. Si demain, pareil, j'ai pas de communauté, mais on va dire que le compte bancaire, pareil, est très bas, bah, je serais beaucoup plus attiré vers la presta juste pour faire les premiers cash flow, en fait. Mm. Donc, ouais. Et, et là-dessus, moi, j'ai l'impression, en fait, moi, ce qui me bloque aussi un peu dans l'édition de site, désolé, hein, les éditeurs de site, il y en a, chacun, nous, on est dans la presta, donc forcément, on a notre, moi, en tout cas, j'ai un peu mon avis là-dessus, mais c'est l'objet brillant. J'ai l'impression que les éditeurs de site, en fait, dès qu'ils ont une opportunité, ils vont dessus. Ouais. Moi, hier, je t'ai envoyé un WhatsApp, je t'ai dit, une niche incroyable d'un prospect que j'ai eu hier pendant 1 heure au tel. C'est vrai, j'en vois pas tous les jours des niches comme ça, tu vois. Des fois, t'as des niches de fous que tu vois comme ça passer. Mais c'est Ouais. pas pour autant que le soir, je me mets sur O2Suite, j'achète le nom de domaine, je lance un WordPress parce que je sais que je vais pas avoir le temps, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que les éditeurs de sites, c'est un peu leur problème, c'est qu'en fait, ils se dispersent à chaque fois qu'ils voient une opportunité, ils vont dessus, et à la fin, ils se retrouvent avec un réseau de sites qui, finalement, peine à ranker, parce que va déjà faire ranker un site sur une niche, c'est super compliqué. Et au final, ils n'arrivent pas à créer une marque, ils font tout à moitié, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu Ouais. le grand Mais mal des éditeurs de sites. alors ouais, je pense que ça dépend. Évidemment, ça reste au cas par cas. Moi, typiquement, si demain je faisais de l'édition de site, je vois très bien ce que j'aurais comme dynamique. Et ça serait exactement ce que j'ai fait avec Temple de la Way. Temple de la Way, je me suis pas dit, ah tiens, je lance un site là-dessus, un site là-dessus. En plus, j'ai lancé ça sur les compléments alimentaires, donc c'est pas du tout une niche, justement, shiny. Hein. C'est plutôt une niche où tu te dis, bon, va falloir ranker là-dessus, quoi. Ça va être un challenge. Mais bref. Et je serais plutôt de la team à focus un site et puis faire un article par jour, voire plus, sur ce site-là pour tout couvrir d'un coup, devenir une topical authority très vite. Et je pense qu'il y en a qui ont la même mentalité, mais effectivement, on va pas se mentir, le fait d'acheter des noms de domaine et de rien en faire, c'est un peu un running gag, c'est un peu un mème chez les éditeurs de sites, quoi. Et même sur Twitter, des fois, je vois des tweets qui passent là-dessus. Et c'est assez marrant, mais je pense que doit y en avoir qui T'en vraiment as qui font des veilles sur Kifdom, tu sais, les enchères des noms de domaine expirés, ils font des veilles dessus. Après, il y a sûrement des très belles opportunités, tu vois. Tu te non, mais chopes un c'est petit nom sûr. de domaine expiré avec des backlinks de presse, etc. Mais Ah, puis c'est c'est vraiment pareil, la si vision. t'as pour moi, si tu as le shiny object, etc., enfin, ce syndrome-là, il faut pas que tu sois artisan en édition. Je pense qu'il faut plus que tu fasses de l'automatisation, dans le sens où, comme ça, tu vas direct pouvoir faire du test très très rapidement sur la niche que tu as Ouais. découverte. Et au moins, tu passeras à l'action parce qu'en fait, tu as ton, je sais pas, ton process automatisé en cliquant sur un bouton qui va tout créer le template, tout, et qui va commencer limite à publier avec TextBulker, j'en sais rien. Au moins, tu auras des retours très rapides. Donc, je pense que Mm. dans ce cadre-là, avoir ce syndrome, ça peut être bénéfique, tu vois. En mode, tu vois, la niche Ouais, dont tu m'as parlé hier, là, dont tu disais que tu étais au tel avec un client, etc., enfin, prospect, c'est, bah, c'est... tu l'aurais lancé en 2 spi et t'aurais dit, OK, vas-y, tu sais quoi, j'ai lancé 10 pages, optimisé avec TestBulker, j'en sais rien. Et bah, je me mets un rappel et dans 2 semaines, je regarde la Source Console et on voit ce que ça fait, quoi. Tiens, d'ailleurs, si demain tu devais lancer une nouvelle niche, tu choisirais laquelle? Même si je sais que c'est un peu tabou, etc. Mais c'est rigolo, je trouve de... En niche, franchement, j'en ai pas une en tête, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Cette page génère des milliards d'euros grâce au SEO. Et c'est sur les yachts. Genre, tu tapes yacht de luxe, tu vois. Et Je te ça, rejoins. typique. Hein? Je dis, je te rejoins. En fait, je viserais comme toi du produit cher. C'est un peu ce que j'ai vu aussi passer hier. Genre des trucs à la con. Ouais, je peux en dire parce qu'en vrai, moi, c'est pas grave. Je pense. Je peux dire des niches, non? Parce qu'il paraît que Bah, c'est mal poli. mais non, c'est mal poli de demander la niche de quelqu'un ou sur Ah quel oui. site il est et tout. Mais tu peux balancer une niche, on s'en fout. C'est Mais je juste, trouve faut ça pas trop bien que. les produits chers. Genre un truc à la con. J'y pensais, mais les bunkers, tu vois. Parce que vu que maintenant il y a Ouais, des délires avec les survivalistes, peut-être que sur ouais, les c'est années, vrai. tu vois, un bunker, ça doit coûter 500 000 euros à installer. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont en installer dans leur jardin, ceux qui sont un peu de thunes, tu vois. En plus, c'est une tendance aux US. Ouais, Niche bunker, va ranker premier sur bunker personnel ou bunker truc comme ça, c'est pas impossible et ça coûte 500 000 balles le truc. Tu ouais. fais une vente tous les 3 mois, c'est bon, t'es bien, tu vois. Il Les y a un yachts, site comme tu dis, la restauration de produits de luxe. Euh, Bunker. Quand tu tapes Bunker, juste le mot-clé principal, hein, t'as Wikipédia qui fait de l'informationnel et juste après, t'as une marque qui s'appelle Bunkel. Et ouais, je c'est l'ai vu. une page business, ouais. Et Ouais. tu Et la requête vois. cible, c'est pas bunker. Si tu vas sur le meta title, je crois que c'est bunker privé ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, mais dans les personnes qui tapent bunker, je pense que en fait, c'est ça, c'est constructeur bunker souterrain, antinucléaire, anti-atomique, attends, NRBC,
porte et locaux blindés certifiés. Trop Ça drôle. rigole pas du tout. Et imagine même, tu fais de l'apport d'affaires là-dessus. Imagine Ouais, la fille bah que tu mec, fais sur ce genre de choses. Mec, requête bunker, donc ça doit être la requête la plus tapée en termes de volumétrie. C'est leur homepage qui rank. Je Ils pense ont que c'est plus facile. 58 domaines référents au total selon Majestic. Ah Donc, ouais. sauf si c'est caché avec un PBN masqué Majestic et tout, mais sinon, c'est quand même énorme. Et 30 domaines référents seulement Bon bah les gars, faites le vers la business home. bunker. Donc, en fait, On là, va ils ont un voir. netlinking qui est clairement pas très développé, quoi. On va voir plein de sites dégueulasses arriver sur la SERP bunker dans les 2 mois à venir. Meilleurbunkerfrance.fr. Par contre, ils ont l'air d'avoir une vraie strat SEO parce que rien que je vais dans le Ah, mais ça footer, doit être, ça doit et être t'as énorme. Bunker Paris, Bunker Amiens, Bunker Arras, Bunker Bordeaux, etc. Ils ont copié mon footer, les fous. Ah oui, ça doit être très très gros. Et ils font aussi un truc, c'est Panic Room. Je sais même pas ce que c'est. Panic Room. Panic Room. Devis, préinstallation, Moi, à mon avis, c'est un peu comme bunker. C'est l'idée. conçoit votre... Mais ouais, ça c'est une niche, je sais, aux US, ça marche très très fort. Et on a plein des niches comme ça, des niches. Mais moi, en tout cas, je viserais un peu comme toi des niches produits très chers, tu vois. Genre typiquement Ouais, complément bah ouais. alimentaire, je le ferais pas. Bah oui. Parce que c'est Non, cool, mais tu vois, c'est surtout ta que... passion et tout. Mais il y a pas, en sur... fait, le produit, il est pas assez cher, quoi. C'est ça. Puis là, les bunkers, tu vois, c'est pas du tout... Enfin, même les yachts et tout, quand tu regardes les SERP, c'est pas impressionnant d'un point de vue SEO. Genre, en fait, tu dis que tu pourrais ranker dessus. Pour moi, la seule limite, mais Quand t'as je pense ranké que c'est top 3 réglé sur en 2 agence secondes. SEO, Ouais. C'est trouver, pour moi, l'offre d'affiliation. Parce que t'en auras jamais, je pense, des offres en live. Donc, c'est plus à toi, à mon avis, de contacter les constructeurs de bunkers, typiquement, et de leur dire, bah voilà, j'obtiens X leads par mois, est-ce que ça vous intéresse, truc. Mais clairement, j'irai clairement là-dessus, ouais. vous voyez, on n'est pas du tout fermé à, à l'édition de site. En fait, moi, ça me ferait surkiffer. C'est juste que j'ai pas le temps, quoi. Mais ça me ferait Ça. surkiffer d'avoir des sites comme ça à droite à gauche. Puis bah après, il y a aussi un côté kiffant à faire de l'édition de site pour une belle marque. Là, j'ai commencé à bosser avec une belle marque. Bon, si vous voulez le nom, vous allez sur LinkedIn, j'en ai parlé, mais une belle marque de vélo électrique. Tu sais, tu as une demande de ce genre de prospect, tu vas sur leur site, tu vois un très beau site, etc. Tu vois, tu es content, tu sais qu'en plus d'un point de vue SEO, tu vas avoir Enfin, tu regardes dans SEMrush, tu vois que leur nom de marque il est tapé, qu'il y a du volume sur leur nom de marque, tu dis ok. Là, tu vois, il y a des indicateurs qui me font penser qu'on peut faire des belles choses et Rapidement. de bien meilleures choses que moi si je commençais à lancer mon site véloélectriquepascher.fr, tu vois, parce que je sais que je pourrais jamais obtenir ces résultats-là, puisqu'ils ont un branding, puisqu'ils ont peut-être une équipe de rédacteurs en interne, que en plus ils font au-delà du SEO, ils font des RP, donc en fait ils vont déjà obtenir des communiqués de presse sur des sites, enfin bref. Et tout ça, malheureusement, bah, pour le mettre en place tout seul en éditeur, quand t'es personne, que t'as aucune marque, bah, tu peux pas en fait. Donc c'est aussi un kiff de faire des grandes choses en SEO grâce à des grandes marques que tu pourrais pas créer toi-même, quoi. Mais bref, dans tous les cas, bah tiens, ça c'était pour le point motivation. Parce que motivation, on l'a dit tout à l'heure, ouais, c'est vrai qu'en général, tu es plus motivé quand tu fais tes propres sites, et c'est vrai, hein. Typiquement, moi je me rappelle quand je faisais mes articles sur paulvengeon.fr le matin avant d'aller à l'alternance et tout, le temps je le voyais pas passer, je m'en foutais complètement, je pouvais travailler sans faire de pause pendant peut-être 2-3 heures, ça me dérangeait pas du tout, quoi. Enfin, pas le matin de 3 heures, mais voilà, vous avez compris. Et en général, pour la presta, c'est un peu plus l'inverse. C'est que, ok, tu vas suivre un template pour faire de la qualité au max, mais tu auras moins cette hype parce que fondamentalement, c'est pas ton site, c'est pas ton truc à toi. Et donc, c'est vrai que ça motive peut-être un petit peu moins. Et d'où l'intérêt, on en a déjà parlé, mais d'avoir des process, etc., pour faire la même qualité Process. que si c'était Process voilà. hyper carré. Et là, moi, j'ai rajouté quelque chose. Enfin, je suis en train d'implémenter quelque chose. C'est des objectifs trimestriels. Et ça, c'est Ouais. trop bien parce que du coup, tu te tiens à des objectifs, à une vision qui est court terme. Parce qu'en SEO, 3 mois, c'est très court terme. Sur des positions généralement transactionnelles, pas sur du trafic. Et du coup, même si c'est pas ton site et que t'es pas ultra motivé, comme si que là demain je lance mon site de bunker et que je vois bunker Paris, je m'indexe en top 20, je suis trop content, tu vois. Mais là, du coup, tu sais où tu vas, t'as des objectifs, t'as des rendez-vous trimestriels où tu remets à jour toute ta strat, etc. Mais ouais, dans la prestation, on a moins de motivation et du coup, on a besoin de plus de process, plus de branches auxquelles se raccrocher grâce à des méthodes, etc. quoi. C'est ça. Mais donc, ouais, pour finir sur la motivation, je voulais aussi dire que, ok, fondamentalement, tu es peut-être plus motivé par tes sites à toi. Je pense que ça fait ça à beaucoup de gens. Par contre, ça peut aussi être motivant
si jamais tes clients, c'est dans des thématiques que tu adores et qu'en plus c'est des belles marques, tu vois. Et moi, j'ai l'exemple d'un client celui pour qui je bosse depuis très longtemps. Ils sont dans les super aliments, la phytothérapie, tout ce qui est complément alimentaire, nutrition, etc. Et ça, c'est fondamentalement une thématique que j'adore, quoi. Et donc, je dirais pas que je suis autant motivé que si je lançais mon propre site, etc. Parce que c'est quand même plus excitant. Mais en tout cas, je peux te dire que j'ai eu des clients inverses. Donc, j'avais un client en gros dans l'usinerie, quoi. C'est-à-dire que lui, il vendait des logiciels pour optimiser la productivité dans les usines, etc., gérer les stocks. Je peux dire que ça, la thématique, j'en avais vraiment rien à faire. Heureusement que j'avais des templates, des process qui ont permis que je fasse de la qualité, peu importe la thématique, etc. Et c'est le but d'un consultant. Mais c'est clair que comparé aux clients dont je viens de te parler, où j'adore la thématique, t'as pas du tout la même motivation, quoi. Et donc après, c'est aussi au consultant de trouver les thématiques qu'il aime et de sélectionner peut-être que celle-ci. Enfin, je veux dire, en freelance, si vous commencez à être vraiment visible ou très bon en prospection, vous pouvez vous permettre ce luxe, peut-être pas au tout début, mais à terme, vous pouvez avoir que des clients stylés. C'est pareil, j'avais un client dans le CBD, etc. C'est des thématiques que j'aime bien, qui sont intéressantes, je trouve, où il y a du challenge en plus en SEO. Et ça peut être super sympa aussi de faire de la presta par rapport à ça. Voilà, mais sinon il y avait le point aussi longévité. Ça, j'en ai un petit peu parlé. Je disais que pour moi, c'est clair que le business model de la presta à long terme me semble moins risqué que celui de l'édition. Encore une fois, je dis pas du tout que SGE, je sais pas quoi, ça va faire que l'édition, ça sera plus possible, etc. Mais je pense que dans tous les cas, il faut avoir conscience que l'édition de site, il faut faire, à mon avis, de plus en plus de la qualité. Ou alors garder un niveau de qualité faible, mais être très très bon en automatisation pour rentabiliser sur vraiment la masse. Mais je pense que c'est le cas de peu d'entre vous. Et pour moi, ça me semble un peu mieux d'un point de vue longévité. Après, c'est pareil, hein. Tu peux faire 10 ans de presta et bon, bah ok, tu fais un petit peu d'argent, mais tu n'es pas non plus excessivement riche. Versus, tu peux faire 10 ans d'édition et peut-être que là, tu auras énormément de scale, etc. Donc après, ça dépend. Mais pour moi, d'un point de vue longévité du business model, il y a quand même plus de chances que dans 10 ans, il y ait toujours de la presta SEO que de l'édition de site. Même si, encore une fois, je dis pas que l'édition de site, c'est mort, etc. On en a parlé avec Franck. Je vous conseille d'écouter cet épisode-là. On sait que c'est largement toujours possible. Il faut peut-être juste faire un peu plus d'efforts, notamment sur l'aspect branding. Mais bref, voilà, pour la longévité, j'opterais pour la presta SEO. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Antoine. Ouais, à condition de construire une marque en plus, je pense. Ouais. Et l'édition de site, pareil, si l'édition de site à la fin se transforme en marque, pour moi, c'est du très très long terme. Pas de souci. Ah oui, Typiquement, ça, si c'est clair. demain on fait notre site de bunker, et on va pas faire. Moi, en tout cas, je serais pas pour faire meilleurbunker.fr, tu vois. Je serais Antoine, pour faire une vraie marque. on Et là, fera dans pas quel cas, meilleur non, bunker. c'est très très long terme. On fera pas meilleurbunker.fr. On fera MVB, Minimum Viable Bunker. Pas mal, pas Je, mal, pas mal. je vais voir si le nom de domaine est disponible. Il s'appelle comment le premier, du coup, d'ailleurs? C'est Bunkel, je crois. Ouais, tu Avec vois, un. c'est une Ouais, marque, c'est pas un EMD. Ah non, 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 mais il y a que. Je crois qu'il. Attends, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je crois que j'ai vu qu'il y avait que des marques. Enfin, attends, Bunker. Il y a Wikipédia, il y a Bunkel, ouais, c'est ça. Et après, t'as. Ah non, oui, c'est un musée aussi, d'accord. Le bunker de La Rochelle. Euh, Ouais, c'est Bunkel qui truste tout, hein, en vrai, j'ai l'impression. En tout cas, sur la SERP Bunker. Et si je tape construction bunker, Mais bah en tout cas, pareil, c'est pour moi, Bunkel. C'est les boss, hein. ouais, pour moi, juste pour répondre que l'édition de site n'est pas du tout mort, à condition de voir un peu une notion de branding, quoi. Sinon, Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu, bah voilà, tu as un cycle, en fait, à mon avis, de noms de domaine qui se cassent la gueule, qui reviennent, et puis les concurrents deviennent meilleurs que toi. De toute façon, Franck, on a très bien parlé sur le podcast avec Franck, justement, que pour lui, l'édition de site, derrière, il faut mettre en place une stratégie YouTube, etc. c'est Donc même lui, ça. il voit vraiment du branding derrière, quoi. Et Et là, dans même quel cas, bah, très très long terme. sur le podcast des Wizards, pour leur faire une petite passe D, ils répètent pas mal que eux, ils ont remarqué que les sites d'affiliation qu'ils ont, donc en édition de site monétisés par l'affiliation, en général, au bout de 3-4 ans, il y a une deadline, quoi. C'est-à-dire que le truc marche et puis au bout de 3-4 ans, ça marche plus, quoi.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment eux qui, pour le coup, ont testé sur quand même beaucoup, beaucoup de sites. Je pense qu'à mon avis, ce qui fait la différence entre un site d'affi qui meurt au bout de 4 ans, même peut-être avant, hein, ou même ou après, et puis un site qui dure vraiment longtemps, comme tu l'as dit, c'est le branding. Bon, de toute façon, on va pas s'éterniser là-dessus. Je pense qu'on est globalement d'accord et que les gens, je pense, s'ils nous écoutent, sont assez bien au courant. Mais, euh, mais ouais, voilà, pour la longévité, je pense que la Presta, il y a quand même plus de chances, même si, comme tu l'as dit, effectivement, si tu fais une marque, mais en fait, si tu fais une marque, pour moi, c'est l'édition de site toujours, mais je veux dire, il y a même plus que ça, quoi, parce que si tu fais une vraie marque, ok, bah, tu fais toujours attention à ton trafic Google, tu essayes toujours de créer des pages optimisées, etc. Mais ça veut dire que d'un côté, tu as peut-être commencé à communiquer sur LinkedIn, sur YouTube, et donc tu penses aussi à ces algos-là, et tu vas commencer à essayer de faire des belles perfs sur YouTube, et du coup, tu fais plus du tout que du SEO, quoi. C'est de l'édition de site, en fait, ça devient de l'édition de marque au final, je trouve. In fine, quoi. Et bref, et sinon, pour la petite conclusion, je pense qu'on l'aura assez dit durant le podcast, mais faire les deux en même temps, pour moi, c'est vraiment le top, quoi. D'un point de vue apprentissage, financier, etc. Je ne vais pas vous redonner les raisons, mais voilà. Antoine, est-ce qu'il y avait des points que tu voulais ajouter, peut-être avant qu'on passe aux questions des internautes, parce qu'on en a eu pas mal, donc je pense qu'on va en sélectionner peut-être 3 ou 4. Dis-moi d'ailleurs Ouais, si tu bah, as je un te call laisse. ou... Non, 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 j'ai pas de call. Ok. Je crois pas. Je vais aller voir, mais en tout cas, on peut passer aux questions des internautes. Là, il va nous dire, ah si, j'ai un call depuis 10 Bah minutes. oui, en fait, je pense que j'en avais un à 9h. Ah Ouais, ouais? mais c'est un kick-off TT. Ok, ok, C'est un ok. kick-off TT, donc je vais le déplacer à 9h30. Ok, ça roule. Euh, et bah écoute, on va prendre les questions. Antoine Verrière qui nous dit promis, je vais réussir à me réveiller. Paul Vengeon. Ah, c'est horrible, Paul, ce que tu nous fais, hein, parce que toi, t'es en Sazie, ici, il faut être là à 8h. Ça Non, veut dire j'avoue, que... je Non, mais en vrai, ça va à 8h, mais c'est vrai que, désolé, suis pour la semaine imbérable. dernière, j'ai pas réussi à assurer... Mais ne t'inquiète pas, puisque dans tous les cas, je reviens en France bientôt, mais dans vraiment pas longtemps en plus là, hein. Là, c'est quasiment dans un peu plus d'une semaine, quoi. Et là, on pourra repasser le podcast. Je sais pas à quelle heure on a dit, mais on pourra le mettre pas Un petit très. 18h, ça serait top. Et ben, on fera ça à 18h, en fin de journée, en détente, tranquillement. Sauf si tu veux me faire subir 1 ou 2 semaines de 8 heures pour que je comprenne ce que c'est quand même. En vrai, Moi, c'est pas mal. C'est un bon rythme aussi, si t'arrives à le faire, ça permet de commencer tôt et tout, c'est... ouais, c'est vrai. Je pense que ça te met dedans, mais c'est vrai que tu dois être moins frais que là. Moi, il est 15h, j'ai mangé et tout. C'est vrai que c'est un autre délire. Mais bref, du coup, pour les questions, on a au bonheur déjà, que je salue, puisque je le vois souvent sur Twitter, un gars qui est dans la Presta Digital, qui est assez jeune, etc., qui se sort les doigts, comme on dit. En plus, il est encore en études, il me semble. Donc, c'est très stylé ce qu'il fait, avec son agence qui s'appelle la Grinta. Donc, et je le vois d'ailleurs débarquer en ce moment sur LinkedIn un petit peu, etc., avec des vidéos au format TikTok. Donc, c'est très stylé. Et donc, il dit argument à donner aux clients sur le temps que ça prend de faire ranker, etc. En gros, ouais, quels arguments tu donnes au client pour lui faire comprendre que ça va prendre du temps. Moi, j'ai déjà un peu ma réponse, mais je sais pas si tu veux répondre, Antoine. Bah, je pense qu'il faut être honnête, en fait. Il faut pas chercher à donner des arguments, il faut être honnête, donc il faut bien cerner la typologie de domaine. Est-ce que le site rank déjà ou pas? Si le site rank pas du tout, bah, ça va prendre des mois, en fait. Il n'y a pas Ouais, de souci, ça va prendre des mois. Le premier objectif, c'est l'indexation. Si le site a déjà des requêtes en top 10, tu peux peut-être dire que bah, là, on va avoir des objectifs bien ciblés sur des mots-clés, sur des positions. On va peut-être réussir en un mois ou deux à faire passer la requête de la 8e à la 3e. Mais je pense qu'il faut être surtout toujours honnête et surtout pas promettre des choses qui sont pas du tout faisables. c'est Quitte à ça. pas signer le client, parce que dans tous les cas, si tu signes un client sur quelque chose, une base qui est pas saine d'un point de vue stratégique, ça va mal se passer. Ouais, c'est ça, c'est un peu le débat court terme versus long terme. Si tu fais tout pour signer à court terme et qu'au final, à long terme, ça résulte en, je sais pas, de la com négative sur ton agence, un mauvais avis, j'en sais rien, des trucs comme ça, ou des non-recommandations sur des potentiels prospects, enfin bref, tu seras même pas au courant. C'est vraiment pas ouf. Après, moi, si je vois que vraiment le client est OK avec ça, etc., bah là, évidemment, n'hésite pas à lui donner un minimum envie dans ta propale. Si tu sais que vraiment le SEO c'est fait pour lui, qu'il est OK pour attendre X mois, que toi tu penses que les résultats vont arriver, je sais pas, au bout de 4 mois, que lui, il n'y a pas de problème, bah là, par contre,
tu peux très bien essayer de le motiver. Typiquement, tu vas donner je sais pas, des exemples de mots-clés à cibler. S'il te demande, tu peux lui donner des estimations de timing par mot-clé, mais bon, en répétant bien que c'est des estimations, quoi. Moi, ça, je suis pas trop fan, mais c'est vrai que des fois, j'ai des demandes côté prospect. Ils me disent, ouais, on voudrait savoir un peu, tu sais, avoir une roadmap, un peu enfin, une timeline, des positionnements et tout. Bon, j'essaie de faire des estimations, mais voilà. Après, faut Ouais. pas hésiter à donner des exemples, mais c'est vrai que, comme tu as dit, ouais, bien Et cerné, puis en fait, quand si bien c'est fait même pour tu lui. veux vraiment donner des estimations, en vrai c'est un énorme boulot. C'est pas un truc que tu fais normalement en pré-audit gratuit en appel d'offres. Pour moi, Ouais, si vraiment tu veux une roadmap avec des objectifs, ce qui est très très bien, parce que ça permet de driver ta strat, pour moi c'est quelque chose que tu peux le mettre en place réellement quand le client a déjà signé. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses tes analyses de concurrence, tes analyses de position détaillées. Tu peux pas non ouais. plus un client qui a pas encore signé lui dire en fait on va essayer d'être comme ça dans 3 mois, comme ça dans 6 mois, etc. C'est trop de travail déjà. Bah après, Mhm. ouais, ça dépend. Je pense que tu peux quand même donner des estimations assez quali en pré-audit. Typiquement, tu vas taper la top requête du client, tu vas regarder la situation netlinking des concurrents, à quel point ils poussent leur contenu. Tu fais pas une analyse de 2 heures par mot-clé, on s'entend, mais je pense que tu peux quand même avoir une vision, tu vois. Puis en fait, dans tous les cas, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que le timing des résultats, en fait, ça dépendra aussi d'à quelle vitesse les concurrents vont en SEO à côté, en fait. Parce que Et c'est ça, pas tu peux pas qu'une le prédire. histoire de rattraper les concurrents, c'est quel rythme ils ont. Est-ce que, ok, on va obtenir, allez, je dis une bêtise d'un point de vue purement quantitatif, ok, on va obtenir 10 domaines référents par mois. Bah ok, mais sauf que si en face ils en obtiennent 20 tous les mois, on va jamais les rattraper. Là, je parle plus d'un point de vue quantitatif, mais c'est toujours ça. C'est pareil, tu as les mises à jour de Google. Enfin, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que Mm. notre campagne SEO à nous qui fait le timing. Ouais. Mais bref, C'est pour ça, moi je dis toujours aussi quand on me pose cette question que c'est de l'itération. Le SEO, on peut pas prédire. C'est pas des maths, quoi. C'est pas une science. C'est un truc, tu fais, tu vois comment ça réagit. Tu fais, tu vois comment ça réagit. Donc pareil, tu peux donner des estimations, etc. Je pense qu'il faut rester dans l'honnêteté, pas survendre les résultats. Et en réalité, dans les faits, bah, ce qui va se passer, c'est que bah, c'est de l'itération, intégration, suivi de position, etc. Quoi. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, j'espère qu'on aura répondu quand même à ta question. Sachant que, ouais, argument à donner, bon, bah voilà, globalement. En fait, après, enfin, pour répondre peut-être plus à ta question, tu as quand même des arguments à donner si typiquement le client, il sait que ça prend du temps, mais en gros, il se demande, je sais pas s'il devrait faire plutôt du SEO ou du SIA, etc. Ou même si c'est utile pour lui de faire du SEO. Dans ce cas-là, tu peux dire effectivement ça prend du temps. Par contre, c'est vrai que en SEO, on capitalise vraiment, etc. Qu'une fois qu'on a acquis une position, évidemment, elle peut partir, mais globalement, on va dire qu'une fois que tu es top 1 sur un bon mot-clé, 80% du travail est fait. Il y aura peut-être des mises à jour à faire, des backlinks à envoyer, mais tu as quand même une notion de capitalisation. Et surtout que tu ne dépends pas d'un canal versus le SIA, où littéralement, le jour où tu arrêtes d'investir, tu n'as plus aucun résultat. Alors que le SEO, quand même, c'est beaucoup plus pérenne de ce point de vue-là. Donc ça, je pense que ça fait quand même partie des arguments, quoi. En fait, c'est même pas des arguments par rapport au temps, c'est juste des arguments par rapport aux avantages globaux du SEO versus d'autres canaux d'acquisition. Donc voilà, moi j'insiste quand même pas mal sur l'aspect capitalisation, long terme, non dépendance d'un budget publicitaire, même si tu restes dépendant d'un algo qui est Google. Mais voilà. Ensuite, on a David Blackat qui nous dit ceux qui font de la presta sont pas juste trop éclatés pour faire de l'édition. Ça va. Ça m'a fait bien rire. Donc David Blackat, qui est évidemment un SEO Black Hat, donc il est méchant, donc il ira sûrement en prison un jour. Non, je rigole, mais en réalité, David, ouais, qui est full édition, full automatisation, etc. Et c'est vrai, on peut le dire. Enfin, pour moi, je pense que tu prends 100%, enfin 100 éditeurs de sites et 100 prestataires SEO au hasard. Je pense que d'un point de vue purement SEO, et je dis bien purement SEO, je parle pas des soft skills pardon, qui sont liés à la presta, à la communication client, au fait d'avoir des process et tout, mais purement d'un point de vue SEO, je pense que les éditeurs sont évidemment plus compétents, puisque en édition, tu peux pas trop tricher, quoi. C'est-à-dire que si tu es en édition depuis X années, c'est bien que c'est rentable, et c'est bien que tu sais faire du SEO. Alors que être en presta SEO depuis 10 ans et être peu compétent en SEO, bah, en soi, c'est possible, quoi. Tu auras peut-être un énorme churn au niveau de tes clients, etc. Mais si tu es bon en prospection, tu peux en retrouver. Enfin bref. Donc pour moi, il y a un scénario où
à long terme, c'est impossible d'être mauvais en SEO, et un autre où c'est possible. Alors, je dis pas que c'est le cas, mais moi, je connais des excellents profils en presta SEO. Hein, quand tu bosses dans des bonnes agences ou même que tu consultes, que tu fréquentes des seniors au quotidien, tu es confronté à des profils hyper intéressants qui sont sûrement meilleurs que beaucoup d'éditeurs de sites. Mais c'est vrai qu'en Ouais. général, bon, Et on va puis pas se mentir. même pour répondre à David Blackhat là-dessus, en fait en agence, on va avoir rencontré beaucoup plus de situations différentes. Typiquement Ouais, là en ce moment, moi je suis sur tu vois quelque chose que tu rencontreras jamais normalement en édition de site, qui est super intéressant, c'est du ciblage hreflang dans un pays, tu vois. Qui fait ça en édition de site alors que c'est super intéressant? Je pourrais donner des exemples, des migrations de CMS, des refontes de sites, des gens ouais, qui viennent te voir avec des sites qui font 80 000 visiteurs par mois et ils refont une refonte, ils viennent te voir avec la maquette Figma, ils te disent voilà, on va l'intégrer, comment on fait pour pas perdre de trafic. Des annuaires type Airbnb, Doctolib, tu vois, où tu as des milliers de pages locales, etc., qui sont autogénérées depuis une base de données. J'ai JavaScript des SEO aussi. duplications Hein. de sites d'un domaine à l'autre. Tu vois, par exemple, tu as ton site en .fr, tu dois le dupliquer sur un .com, comment tu fais? Tu vois, c'est des sujets ultra précis qui sortent de process classiques. Et en fait, là, du coup, tu mets en place des workshops en interne où tu vas devoir, tu te dis, OK, on n'a jamais rencontré la situation, on va processer, on va tout faire pour qu'on puisse résoudre la situation pour le prochain qui vient nous voir, qui aura la même problématique. Et donc, je pense que malgré tout, les prestataires, notamment en agence, sur quelques années, parce que forcément ça prend du temps de processer, ont quand même de très très bonnes bases, on va dire, sur Ouais. certains sujets un peu plus techniques. Bon, forcément ça restera du white hat, hein. C'est sûr que nous on va jamais faire des techniques black hat, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ça pour nos clients. Ouais. On a quand même pas mal de sujets assez poussés, quoi. Ouais, c'est ça. Après, pour le coup, David nous répondra, mais je pense que les problématiques des hreflang et de dupliquer un site dans plusieurs langues, il doit bien connaître, parce qu'en gros, toi tu connais un peu moins que moi le profil, mais en gros, il Il aime fait bien le SEO international. Ouais, c'est ça. Il balance, et même à un moment, il faisait des threads sur Twitter, genre, bon, allez, je te dis un truc au pif, mais pourquoi faut faire du SEO en Mongolie, tu vois, des trucs comme ça, où genre il y a très peu de concurrence, et en fait, avec de la full automatisation, tu peux aller ranker en dropshipping sur des requêtes qui, en France, seraient inaccessibles. Donc bref, mais oui, mais même, tu vois, le JavaScript SEO, c'est pareil. En Mmh. général, quand tu es éditeur de site, t'as pas trop cette problématique de te dire ah mince, il y a Côté beaucoup process, quoi. de mon site qui est généré en JavaScript, comment je fais pour que ce soit bien rendu et compris par Google? Non, en général, tu es en mode full WordPress et puis voilà, quoi. Ouais. D'ailleurs, David, si tu passes par là, j'ai une problématique en ce moment qui est intéressante, c'est en France, faire ranker un site donc sur plusieurs langues différentes pour des produits un peu luxe, tu vois, parce que forcément la clientèle luxe, généralement, elle va parler anglais, etc. Et du coup, voilà, la strat, c'est d'avoir plusieurs hreflang, donc des pages pour ranker en France avec des différentes langues. Donc c'est pas exactement du SEO international, c'est une cible qui est super intéressante, c'est une cible dans un pays qui parle une langue, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est très très intéressant, très peu concurrentiel, et même tu réfléchis un peu en termes de niche, il y a des très très grosses choses à prendre là-dessus. Je vais pas donner d'exemple parce que bon, je pense qu'on a donné assez de niche, mais et Le assez bunker, intéressant aussi ce genre de stratégie internationale, c'est-à-dire en fait on reste dans le pays, mais on va cibler des gens qui parlent d'autres langues, quoi. ouais, c'est clair. Bah après, au niveau des hreflang, t'as deux données, la donnée pays, et puis tu sais, t'as le tiret et la donnée langue. Donc en fait, Oui, c'est ça. Donc tu restes sur le même pays, mais tu fais varier tes c'est langues. ça. Ça serait hreflang fr-en, quoi, en gros. Enfin, Exactement. après, à voir dans quel sens, mais Ouais, c'est toujours une galère à intégrer les hreflang. ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, je crois que j'avais vu une question passer là-dessus sur Twitter. J'essaierai de te rechoper le tweet et il y a pas mal de réponses par rapport à ça. Euh, donc voilà, on a Jérôme Plascolin qui a répondu à David. Il y a eu un midi clash qui disait c'est deux métiers différents, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est que c'est vraiment ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des très bons éditeurs qui vont être des consultants SEO éclatés au sol, puisqu'ils vont avoir pas du tout la fibre de la communication, que c'est un truc qu'ils auront jamais travaillé, qu'ils n'ont pas envie de parler avec des clients. Pareil, des éditeurs de sites, quand tu es 100% éditeur de site, je pense que par définition, t'es pas forcément bon pour faire un audit technique, tu vois. C'est un truc que t'as jamais fait, t'as jamais eu besoin vraiment de le faire. T'as peut-être optimisé un peu les web performances de tes sites avec des plugins, etc.
mais tu n'auras jamais fait d'analyse de crawl très très poussée, je pense. Alors après, ça dépend des éditeurs, hein, mais moi je mets à mon échelle avec le genre de site que j'ai fait, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est le cas, quoi. Évidemment, si vous avez un énorme site et tout, bref, c'est autre chose. Mais voilà, donc vraiment deux métiers différents, effectivement. Et il y a Yvan SEO qui nous dit un truc intéressant. Il nous dit en fait, il nous demande comment t'expliques que beaucoup de bons SEO ont laissé tomber l'édition pour la presta. Et il nous précise, j'ai longtemps pensé à ça. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'est pas tous faits pour l'édition, comme on n'est pas tous faits pour l'entrepreneuriat. Ah oui, il a complété même après. L'édition, ça pousse vers le work addict. Donc on le disait peut-être, tu sais, lié au fait que tu vois pas le temps passer parce que c'est tes sites, etc. Tu es hyper motivé. La presta, tu peux plus facilement gérer tes heures et avoir une vie de famille saine, ou plutôt avoir une vie. Donc ouais, bon, moi j'ai pas de réponse pourquoi beaucoup de gens laissent tomber l'édition pour la presta, mais peut-être qu'il y en a aussi qui se rendent compte qu'effectivement, faire du SEO maintenant, avoir des résultats en SEO, ça nécessite un travail de branding et peut-être des choses qui sont de moins en moins accessibles. Et donc, auquel cas, tu as peut-être plus intérêt à te tourner vers des belles marques, à leur proposer tes services de SEO. Peut-être comme ça que tu auras les meilleurs résultats au final, quoi. Pour avoir des revenus aussi stables, récurrents, etc., je pense que la prestation, c'est quelque chose qui est très carré. Ouais, c'est clair. Je pense que ça flingue pas mal le moral d'avoir des sites, de les référencer, de voir qui tombent, etc. Ça peut créer des vrais traumas, je pense. Si vous prenez une update et que vous perdez tout d'un coup, c'est vrai qu'en freelance, en prestat, je veux dire en général, t'as beaucoup moins ça, quoi. Même si t'as des downs aussi, évidemment, mais voilà. Bon, de toute façon, toi, tu vas avoir ton call. Je pense qu'on a fait un bon tour des questions. Je regarde juste si on n'a pas une hyper importante qu'on n'a pas fait. Euh, Mister Business Web qui nous disait pourquoi travailler pour placer quelqu'un d'autre top 1 alors que tu peux prendre sa place et gagner des millions. Bon, on l'a dit juste avant, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes enjeux. Et il y a des fois, malheureusement, tu peux pas prendre la place de ton client en fait. Tu peux pas être top 1 comme lui. Je sais pas, tu prends des thématiques très concurrentielles, l'assurance vie, j'en sais rien. Je pense pas que demain tu lances meilleur-assurancevie.fr. Je pense pas que tu sois premier, en tout cas avant de belles années. Et justement, faire de la presta, ça permet comme ça d'avoir des résultats de malade en fait, parce que tu taffes sur des sites qui ont déjà de la puissance. Après, ça dépend des prestats, mais voilà. Sinon, je pense qu'on est pas mal, hein. Franchement, il y a eu beaucoup de questions en fait, donc déjà merci à tous pour vos questions. Ça fait super plaisir. On en a de plus en plus, franchement. Ça nous donne beaucoup de matière. Donc c'est très très cool. Antoine, est-ce qu'il y a un truc que tu voulais ajouter? Non. Bah merci, du coup, désolé. Enfin, je pense qu'on n'a pas trop cassé l'édition de site. Même si, Bah non. De forcément, toute façon, moi j'ai mon avis dessus, donc forcément, je vais pas non plus dire que je suis fan. Je suis pas c'est du tout ça. un expert. Je connais pas non plus vraiment les business models derrière tout ça. Je vois un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà. Ouais, c'est ça. De toute façon, en fait, il fallait bien. On a testé un peu l'édition de site, on a pas mal poncé la presta. Il fallait bien qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, mais 80% de notre temps, enfin toi même 100%, moi on va dire 90%, notre temps est occupé par la presta et pas l'édition, quoi. Comme ça, vous avez notre vision. Et si vous voulez un podcast plus de data sur l'édition de site à proprement parler, mais je vous recommande le podcast des Wizards, puisque pour le coup, ils parlent quasiment que de ça. Et eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans leur podcast, ils disent ouais, la presta, c'est vrai que j'ai jamais testé, ou alors je commence tout juste avec un peu de coaching, etc. Donc c'est marrant, c'est l'exact opposé en fait. Donc je pense que là-dessus, on est plutôt complémentaires. Donc n'hésitez pas à checker. Et là, vous aurez plein d'épisodes à écouter là-dessus, à ce sujet-là. Voilà, écoutez, sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis pensez aux petites étoiles, aux abonnements, aux petits commentaires. Et puis on se dit à très vite. Ciao. Ciao.